Bonjour à tous. Je me présente, mon nom est Simon Tam. Je suis étudiant au doctorat dans l'équipe de Benoît, avec une expertise et un projet de recherche à la croisée des chemins entre l'intelligence artificielle, le génie électrique et le génie biomédical. Donc, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous présenter une capsule d'introduction à l'intelligence artificielle appliquée au génie électrique et biomédical. Donc, l'intelligence artificielle, on ne se le cachera pas, c'est un sujet, un domaine de recherche qui est très en vogue ces jours-ci, même dans les dernières années. Donc, des chercheurs s'y intéressent énormément dans toute une variété de domaines de recherche et le génie biomédical n'y échappe pas. Donc, on va voir un peu dans cette capsule, d'un point de vue théorique, une introduction aux concepts généraux, dans le but de vous en donner une introduction de comment est-ce qu'on l'applique, comment on peut observer ces diverses facettes dans le domaine du génie biomédical et électrique. Donc, tout d'abord, dans une présentation, on va voir quelques définitions générales pour ceux d'entre vous qui ne sont pas nécessairement familiers avec le domaine. Donc, vous allez voir les grandes lignes de ces définitions-là. Pour ceux qui sont un peu plus familiers, ben, on va essayer de démystifier, voir est-ce qu'il y a une hiérarchie dans ces différents concepts. Ensuite de ça, on va faire une introduction à qu'est-ce que c'est en général, les concepts généraux plus en détail et différents contextes d'application pour un peu illustrer finalement comment est-ce qu'on utilise ces techniques-là. Par la suite, on va voir un peu plus en détail comment est-ce qu'on structure un problème quand on veut s'y attaquer à l'aide de l'apprentissage machine ou machine learning en anglais. Donc, un terme qu'on va justement définir dans quelques diapositives. Et finalement, on va voir quelques exemples d'algorithmes traditionnels et d'algorithmes un peu plus récents, des algorithmes populaires aussi, puis certains qui vont être plus faciles d'approche, donc pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces algorithmes. Donc, la plupart du matériel de cette présentation-là se réfère à ces deux livres-là. Donc, Introduction to Machine Learning par F.M. Alpidin et Deep Learning par Ian Goodfellow, Yeshua Bengio et Aaron Corville. Donc, ces deux manuels-là, je pense que vous pouvez y accéder gratuitement en ligne aux deux adresses sur la diapositive. Donc, deux livres très complets, de très bonnes références sur la matière. Donc, commençons par quelques définitions. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, ou autrement dit les AI ou l'IA en français? Machine learning, apprentissage machine, comment est-ce que ça se différencie de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Deep learning ou apprentissage profond, encore une fois, c'est quoi la différence entre deep learning et machine learning? Automation ou automatisation en français, souvent c'est un autre terme qu'on va voir, apprentissage automatique par exemple. Et réseau de neurones aussi, finalement, d'autres termes que sûrement beaucoup d'entre vous ont entendu. Est-ce qu'un réseau de neurones, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est du machine learning? Est-ce que c'est du deep learning? Est-ce que c'est toutes ces réponses? C'est ce qu'on va voir. Et on va beaucoup parler aussi de données ou de science des données quand on parle d'intelligence artificielle aussi, notamment. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un concept, je dirais, plus global, plus général, où est-ce qu'on va vraiment plus référer à la capacité d'un système à apprendre et s'adapter dans un environnement changeant, comparativement à un système plus traditionnel qui va se référer, disons, avec une équation, avec certains paramètres fixes. Ici, l'idée, c'est d'éviter aux concepteurs d'avoir à fournir toutes les solutions possibles à toutes les situations. Au système. Donc, c'est le système en lui-même qui devra apprendre à partir de données qui vont lui fournir de l'information sur son environnement et qui va pouvoir s'adapter en conséquence. Donc, bien sûr, à ne pas confondre avec l'intelligence artificielle générale ou Artificial General Intelligence en anglais. Donc, quand on parle souvent en science-fiction, on va voir une conscience artificielle, ça s'apparentant un peu à une conscience humaine pour effectuer des tâches un peu intellectuelles complexes, là. Ici, on est encore loin de ça. C'est encore de la science-fiction, donc à ce moment-là, on va essayer de différencier. Donc, on ne parlera pas d'intelligence artificielle, mais plus d'intelligence artificielle générale.
Donc, dans le milieu académique, on va souvent avoir plutôt machine learning ou apprentissage machine, apprentissage automatique, plutôt qu'intelligence artificielle, puisque c'est un terme un peu plus concret, un peu plus défini. Donc, ici, on fait vraiment référence à un programme informatique qui cherche à optimiser un critère de performance en utilisant des données en exemple ou des expériences passées. Donc, on est vraiment plus comme dans l'application, dans le concret, on a un cadre défini. Donc, souvent, c'est ça qu'on va voir plus dans le cadre théorique euh, et dans le milieu académique. Ou même dans le milieu industriel, là, quand on travaille en intelligence artificielle, on va vraiment beaucoup plus parler de machine learning. Donc, l'idée, ça va être de définir un modèle jusqu'à un certain nombre de paramètres et l'apprentissage en lui-même, en fait, ça va être l'exécution du programme de manière à optimiser ces paramètres-là qu'on va avoir établis en fonction des données qu'on va fournir au modèle. Donc, un modèle où on peut entendre une équation ou un système d'équations finalement, ça peut être prédictif, descriptif ou même les deux. Donc ici, je ne veux pas encore trop rentrer dans les détails, mais c'est un peu comment on va structurer un système d'apprentissage machine ou bien les sous-systèmes finalement qu'on va y retrouver. Donc, on peut voir à gauche, donc on va avoir notre modèle, notre système d'équations. À côté de ça, on va avoir nos données. Donc, l'idée, ça va être de séparer notre jeu de données en jeu de données d'entraînement et de test ou validation. Donc, on va fournir des données d'entraînement à notre modèle pour ajuster ses paramètres, les optimiser en fonction de notre critère. Donc, ça va être le processus d'apprentissage. Donc, on peut voir ici la boîte Learning au centre. Et ça, ici, ça va nous fournir, une fois que ce procédé-là est terminé, un modèle entraîné qu'on va pouvoir valider ou évaluer finalement grâce à nos données de test qu'on a mis de côté au départ. Donc maintenant, l'apprentissage profond ou deep learning, c'est un domaine qui est très populaire, qui a été très populaire dans la dernière décennie en particulier. Je dirais que c'est un sous-ensemble finalement de l'apprentissage machine. Donc, c'est vraiment une approche un peu différente des algorithmes d'apprentissage machine traditionnels, mais en soi, ça peut être défini comme étant de l'apprentissage machine. Donc, si on veut se mettre un peu une hiérarchie là, dans les concepts qu'on vient de voir, donc l'intelligence artificielle qui va être plus comme le thème général, l'apprentissage machine ou machine learning qui va être vraiment un concept plus spécifique, qui va être vraiment dans l'application des algorithmes modernes, et le deep learning ou apprentissage profond qui va être un sous-ensemble de l'apprentissage machine. Donc, au départ, le deep learning est né un peu finalement de la création de réseaux de neurones artificiels inspirés des réseaux de neurones biologiques. Donc, on va le voir peut-être un peu plus loin là, dans la structure d'un réseau de neurones. Mais ici, on parle vraiment des réseaux de neurones de base. Là. Donc, avec les nouvelles techniques plus contemporaines et des réseaux de neurones plus avancés, là, donc il y a un peu moins de rapprochement à faire avec les réseaux de neurones biologiques. Ce n'est pas le but finalement de reproduire un neurone biologique, mais bien plutôt de résoudre des problèmes ici maintenant dans l'apprentissage machine. Donc, on s'en sépare un peu. La force du deep learning par rapport au machine learning, c'est vraiment de résoudre des tâches qui ont l'air faciles, qui semblent intuitives ou même automatiques pour des êtres humains, mais qui sont difficiles à décrire formellement. Par exemple, la reconnaissance de la voix, la reconnaissance du langage parlé, la reconnaissance des visages. Donc, ça, c'est tous des trucs que si on voulait programmer un système sans avoir utilisé l'apprentissage machine ou le deep learning, qu'il faudrait décrire formellement à l'aide d'un programme conventionnel. Donc, ça serait très, 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 très difficile. Donc, il faudrait vraiment aller hard-coder, si je peux me permettre, les moindres détails, les moindres critères de reconnaissance. Puis ça, il y en aurait une quantité phénoménale. Donc, l'avantage du deep learning ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller définir toutes ces moindres règles-là, ces infimes règles-là. On va définir notre architecture, notre réseau de neurones, et grâce finalement au processus d'apprentissage, où est-ce qu'on va lui fournir par exemple pour de la reconnaissance de visage, on va lui fournir des photos en une quantité massive finalement d'images à reconnaître. Puis l'algorithme, lui, va lui-même donc apprendre finalement quelles caractéristiques aller chercher dans ces images afin de reconnaître finalement le sujet.
Donc, l'apprentissage profond est vraiment un outil de très grande puissance et flexibilité. Par contre, il y a un processus de conception relativement complexe et une très grande quantité de paramètres à gérer. On parle ici de millions de paramètres dans le système d'équation, hein. Donc, ça donne une idée un peu de l'ampleur du système que ça crée. L'idée du deep learning, c'est d'apprendre une hiérarchie de concepts. Donc ici, on va dire une hiérarchie profonde finalement. L'idée, c'est vraiment juste de décomposer un problème en des problèmes plus simples. Et ces problèmes plus simples-là, ben, de les décomposer en des problèmes encore plus simples, et ainsi de suite, donc jusqu'à créer une hiérarchie le plus profonde possible de ces concepts-là. Par exemple, si on veut reconnaître un visage, mais on va voir, OK, bon, qu'est-ce qui compose un visage? Un visage, c'est quand même assez complexe, il y a beaucoup d'éléments. Donc, on va voir, ben, on a des yeux, on a un nez, on a une bouche. Maintenant, qu'est-ce qui définit un œil? Ben, on va voir un peu, bon, on a une pupille, c'est une forme ronde. Qu'est-ce qui définit un nez? On a une certaine autre forme, on a des narines. Donc, on va vraiment décomposer le problème dans ces éléments les plus simples. Donc, c'est ça l'idée derrière le deep learning. Donc, le but ici, la nuance, si je peux dire, c'est pas, quand on fournit l'image d'un chien à un algorithme, c'est pas, par exemple, d'apprendre par cœur que c'est un chien. Donc, si on voit la photo, c'est un chien, mais c'est vraiment que l'algorithme soit capable de déconstruire puis de dire plutôt pas, ici, je vois un chien, mais plutôt, je vois la combinaison de différents éléments qui me indiquent finalement que c'est probablement un chien que je vois. Donc, est-ce que je vois des pattes, un museau, des oreilles avec une certaine forme? Donc, j'assume que c'est un chien. Donc, contrairement aux algorithmes d'apprentissage machine plus classiques, je dirais, dont on a besoin de fournir en entrée des caractéristiques explicites ou une représentation explicite. Par exemple, si on voulait faire de la reconnaissance d'image, mettons, différencier des chats et des chiens avec un algorithme d'apprentissage machine classique, bien, il faudrait faire l'extraction de caractéristiques d'abord. Donc, il faudrait d'abord faire la segmentation des images manuellement, être capable d'aller extraire et de dire à l'algorithme, bon, finalement, ici, tu vas avoir 2 yeux, tu vas avoir des oreilles pointues, tu vas avoir des moustaches, tu vas avoir telle forme. Maintenant, qu'est-ce que tu reconnais à partir de ça? Donc, l'algorithme d'apprentissage machine plus classique, donc il faudrait nous-mêmes faire manuellement cette extraction de caractéristiques-là et les fournir en entrée à l'algorithme pour que lui nous dise, OK, qu'est-ce qu'il peut en déduire à partir de ces caractéristiques-là. Ben, la force finalement de l'apprentissage profond, ben, c'est que lui-même va faire cette extraction de caractéristiques-là. Donc, on peut juste lui fournir les données brutes ou les données traitées, mais pas nécessairement, mais sans avoir nécessairement à en extraire les caractéristiques nous-mêmes. Donc, s'il y a des caractéristiques qui sont plus pertinentes, ben, ça ne sera pas au concepteur d'effectuer ce travail-là. Donc, ça va être l'algorithme lui-même qui va dire, OK, selon cet ensemble de données que j'ai là, ces caractéristiques-là sont les plus pertinentes, donc c'est celles-là que je vais extraire. Donc, il y a un peu dans certains cas, il va y avoir moins de marge d'erreur possible, puisque des fois, on va travailler avec des données qui ont des milliers de caractéristiques. Donc, de trouver les meilleures caractéristiques là-dedans, c'est tout un effort d'exploration, et d'autant plus qu'après ça, il faut trouver la combinaison optimale de caractéristiques. Donc, des fois, c'est pratiquement impossible de le faire manuellement. Donc, la force de l'apprentissage profond, c'est que l'algorithme lui-même va faire ce travail-là, grâce aux données qui lui sont présentées. Donc ici, on a un graphique qui montre un peu côte à côte, finalement, les systèmes traditionnels basés sur des règles, ici comme on voit à gauche, ensuite un système d'apprentissage machine classique, et ensuite un système d'apprentissage par représentation, dont l'apprentissage profond. Donc on peut le voir en blanc, c'est plus les systèmes, comment dire, je dirais un peu peut-être statiques, et en gris, on va avoir les sous-systèmes finalement qui sont capables d'apprendre en fonction des données. Donc à gauche, on a le système basé sur des règles, un peu votre programme traditionnel, là. Si vous faites un script, mettons sur Python, vous allez avoir des boucles, des énoncés if, else que vous avez explicitement définis. Donc, on va fournir en entrée à votre fonction, à votre programme. Ensuite, lui va passer dans ces conditions, il va vous donner une sortie. Donc, il n'y a pas vraiment d'interaction, il n'y a pas de modification en fonction des données. C'est plus vous, en tant que concepteur, qui allez faire ces observations-là. Ensuite, on a l'apprentissage machine classique où est-ce qu'on va fournir une donnée en entrée.
Mais maintenant, au lieu d'avoir un programme conçu à la main, on va avoir l'extraction de caractéristiques ici qui va être faite manuellement par un programme que vous avez conçu. Donc, par exemple, si on travaille avec des signaux d'ECG dans le cadre biomédical, on pourrait, l'extraction de caractéristiques ici, ce serait par exemple le calcul des battements par minute, la variation entre l'écart de période entre les battements. Par exemple, ça pourrait être aussi l'amplitude maximale des pics de CG. Donc, tout ça serait des caractéristiques ici à extraire, donc dont vous pouvez en faire le calcul. Donc, le système, lui, à partir des données et les caractéristiques qu'on lui fournit, il va chercher à construire cette association-là. Donc, par exemple, on pourrait fournir au système différentes données de CG de plusieurs patients, donc certains patients sains, certains patients à risque. Donc, chacun va avoir ses différentes caractéristiques dans leur ECG. Donc, sachant qui est à risque et qui ne l'est pas, ben, on va pouvoir dire au système, finalement, essayer d'apprendre finalement l'association des caractéristiques qui représentent un patient sain et des caractéristiques qui représentent un patient à risque. Donc, le système, grâce aux données, va finalement reconstruire cette association-là pour que par la suite, si on lui fournit une donnée qu'on ne sait pas si le patient est sain ou à risque, mais il va être capable de déduire finalement, selon ce qu'il a appris de l'ensemble de données, si le patient est possiblement à risque. Donc ensuite, pour l'apprentissage par représentation ou l'apprentissage profond, ben, on va voir que finalement, le concepteur n'a pas besoin de faire l'extraction de caractéristiques. Donc, dans le cas de l'ECG, on pourrait juste fournir un ECG brut et ça va être dans l'algorithme, dans le système lui-même, qui va en faire l'extraction des caractéristiques les plus pertinentes. Donc, si par exemple, le niveau d'amplitude moyen ou le niveau d'amplitude maximale du pic de CG n'est pas pertinent, ben, il n'ira pas le chercher. Puis s'il peut juste utiliser le nombre de battements par minute ou la variabilité entre les battements, euh, c'est ce qu'il va aller chercher, puis ça va lui donner peut-être une solution optimale. Parce que des fois, si on va donner trop de caractéristiques, il y en a peut-être qui vont être redondantes, donc on va perdre un peu d'efficacité dans le système. Ou des fois, il y en a peut-être qui vont être plus sujettes à du bruit ou à générer des données aberrantes, donc ça va peut-être entrer en conflit avec les autres caractéristiques. Donc, la force ici de l'apprentissage par représentation, c'est que l'extraction se fait par l'algorithme et le but finalement de l'algorithme, c'est d'aller chercher les caractéristiques les plus pertinentes. Et finalement, avec l'apprentissage machine, ben, c'est juste d'avoir plusieurs couches de ces caractéristiques-là. Donc, on va aller chercher d'abord des caractéristiques de base qu'on va ensuite composer ensemble pour en faire une ou plusieurs caractéristiques un peu plus complexes, lesquelles on va combiner ensemble pour arriver à des concepts un peu plus complets et plus complexes aussi. Et on finit finalement avec un système qui va chercher à apprendre l'association entre ces caractéristiques-là et la sortie, comme on l'a vu en apprentissage machine. Donc, les concepts généraux de l'apprentissage machine. Donc, ici, on commence par dire finalement que qu'est-ce que c'est la science? Bien, finalement, c'est de raccorder des modèles en fonction des données. Donc, c'est ce qu'on fait justement en apprentissage machine, sauf qu'ici, on essaie d'exploiter finalement la puissance de calcul et des algorithmes novateurs de manière à ce que l'algorithme en lui-même soit capable de faire ce rapprochement-là finalement entre le modèle et les données. Finalement, en science, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va faire des expériences desquelles on va en tirer des observations. On va enregistrer ces observations-là sous forme de données qui, par après, on pourra en extraire finalement des connaissances ou des apprentissages grâce à des modèles, idéalement le plus simple possible, qui sont capables de décrire ou d'expliquer finalement qu'est-ce qui se passe avec les données qu'on observe. Sauf que de nos jours, on fait face à des problèmes de plus en plus complexes qui sont pratiquement impossibles à résoudre finalement par des humains. On va avoir des problèmes avec des variables à des milliers de dimensions, que c'est très difficile à visualiser. On va aussi travailler avec des quantités phénoménales de données aussi souvent. Donc, les experts vont être en général plutôt rares et le travail manuel, finalement, pour résoudre ces problèmes-là, s'il est possible, va être très coûteux en termes de temps et éventuellement d'argent. Donc, l'idée, ça serait, est-ce qu'on peut créer un programme qui va, de manière automatique, traiter toutes ces données-là, toutes ces variables-là et en trouver une solution optimale? C'est où est-ce qu'on retrouve finalement le potentiel de l'apprentissage machine
qui a finalement justement été débloqué grâce à la quantité de données phénoménale qu'on retrouve de nos jours et de plus en plus, grâce à finalement une meilleure qualité de stockage, une meilleure qualité d'acquisition aussi de ces données-là. Donc, plusieurs d'entre vous sont probablement familiers aussi avec la loi de Moore, donc la croissance exponentielle, la puissance informatique. Donc, il y a des algorithmes qu'on va voir, là, par exemple, un réseau de neurones, ça fait des décennies que ça existe, que c'est étudié, mais c'est jusqu'à récemment qu'on a pu être capable finalement de mettre en pratique ces algorithmes-là et de pousser finalement cette théorie-là beaucoup plus loin en observant finalement ces résultats. Donc, on a aussi un intérêt grandissant finalement pour les modèles informatiques qui sont capables d'apprendre autant dans le domaine académique que dans le domaine industriel, puisque ça permet d'optimiser nos ressources et même d'aller chercher plus loin, de retrouver de l'information dans des données très complexes. Donc, un peu comme je l'ai montré dans le graphique un peu plus tôt, là, avec les problèmes traditionnels basés sur les règles. Donc, historiquement, c'est ce qu'on utilisait. Donc, un programme informatique demandait une solution explicite, un programme explicite, où est-ce qu'on va avoir une séquence d'instructions une à une qui va être définie par le programmeur avec les énoncés conditionnels, les boucles et tout. Donc ici, en apprentissage machine, on va avoir un changement de paradigme. Donc, ça va être le programme qui va apprendre l'algorithme. Donc, qui va chercher à retrouver le procédé, à reconstruire le procédé sous-jacent aux données grâce à des caractéristiques et un modèle défini, ou dans le cas de l'apprentissage profond, un modèle tout simplement et les données brutes. En général, quand on va observer des données, par exemple des signaux d'EMG, ben, il y a un procédé qui explique ces données-là. On va voir, par exemple, en EMG, plus on va contracter un muscle, ben, plus l'amplitude, généralement, de l'EMG va grandir. Donc, il y a un procédé derrière ça. La fatigue musculaire aussi s'observe par un changement dans le spectre fréquentiel de l'EMG. Donc, il y a un procédé derrière qui génère ces données-là, finalement, qu'on cherche à identifier. Et quand on cherche à faire des associations entre ces procédés-là et différents contextes, par exemple pour l'EMG, si quelqu'un est en état de fatigue musculaire ou pas, ou si on a plusieurs canaux de signaux EMG, on peut peut-être essayer de décrire un peu l'activité physique qui est faite par la personne. Ben là, c'est comme un ensemble complexe, finalement, de ces procédés-là qui vont générer ces signaux-là. Donc, ils sont a priori inconnus, mais pas complètement aléatoires. Donc, il y a une logique à aller chercher derrière ces signaux complexes-là de grande dimension. Donc, ça va être le but de l'apprentissage machine ici, finalement, de reconstruire cette association-là et de comprendre le modèle sous-jacent qui génère ces données-là. Donc, la philosophie, finalement, en apprentissage machine, c'est qu'on ne sera pas capable de reconstruire un procédé complètement, mais on va être capable d'en construire des approximations qui vont être assez bonnes ou assez utiles dans un certain contexte pour en détecter des patrons ou des régularités qui vont nous permettre de résoudre notre solution avec une précision acceptable. Grâce à ces approximations-là, assumant que le futur proche ne sera pas si différent du passé ou des données qu'on a échantillonnées, mais on va pouvoir émettre des prédictions futures qui devraient s'avérer justes. Donc ici, un petit parallèle avec les statistiques, dont certains sont peut-être un peu plus familiers. Un rappel aussi que les statistiques sont vraiment à la base, finalement, des fondements théoriques de l'apprentissage machine et de plusieurs algorithmes. Donc, en statistique, on va faire des inférences, des estimations et des analyses discriminantes. C'est la même chose en apprentissage machine. Donc, on va souvent partir d'observations afin d'en déduire des observations générales, des descriptions générales. On va faire de l'apprentissage qui va nous mener à des estimations. Et on pourra aussi voir une certaine catégorie de problèmes qu'on va appeler de la classification, qui va s'apparenter finalement à de l'analyse discriminante. Donc, ici, juste un petit exemple pour illustrer. Donc, en statistique, quand on fait de l'estimation de densité, c'est un peu le même procédé qui est derrière, finalement, l'apprentissage machine. Donc, si je vous réfère au graphique de droite, par exemple, l'ensemble de données qui sont les petits plus dans le bas, ça, c'est les données qu'on observe. Donc, il y a un procédé sous-jacent à ces données-là qui, ici, on compare, par exemple, avec la densité, la distribution, par exemple, de l'entrée. Donc, en gris foncé, ici, dans le fond. Donc, ça, c'est la distribution réelle des données. Ou autrement dit, en machine learning, on va parler donc du procédé sous-jacent qui génère ces données-là, celui qu'on cherche à identifier. Et ici, on peut voir avec différentes méthodes d'estimation, finalement, comment est-ce qu'on peut s'en rapprocher le plus possible.
Donc, c'est un peu l'effort qu'on fait en machine learning aussi. Donc, à partir des données, on essaie de comprendre finalement le procédé qui se cache derrière ça, qu'est-ce qui est réel. Donc, on va essayer, avec différents algorithmes, on va pouvoir s'en rapprocher le plus possible. Donc, si l'effort est très similaire. Donc, en apprentissage machine, on va avoir 3 tâches, principales ou 3 types de problèmes. Donc, principalement, on va avoir l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage, par renforcement qui va amener une autre manière de voir certains problèmes. Donc ici, un graphique qui résume un peu les grandes approches avec quelques exemples, pour ces approches-là. Donc, vous retrouvez l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage supervisé en haut et l'apprentissage par renforcement. Donc, avec quelques exemples dont on va en voir quelques-uns dans les diapositives qui suivent. Donc, l'apprentissage supervisé, qu'est-ce que c'est? Donc, ça fait vraiment référence à un superviseur qui est capable de dire si on a une donnée entrante X, on devrait s'attendre à une sortie Y. Donc, il y a vraiment, pour chaque entrée, on s'attend à une sortie. Donc, souvent, on va parler de données pour l'entrée X et d'étiquette ou de label pour la sortie Y. Donc, quand on fournit une donnée à un algorithme, on est capable de lui dire, bien, on s'attend à retrouver ça en sortie. Donc, maintenant, essaie de de reconstruire l'association qui va te permettre de donner cette sortie-là. Donc, on va retrouver généralement un système un peu sous la forme de l'équation qu'on voit à l'écran, où est-ce que G va être notre modèle et θ les paramètres de l'algorithme. Donc, le modèle va être défini par le concepteur, mais les paramètres, eux, par contre, seront optimisés par par le processus d'apprentissage. Donc, l'idée va être, par exemple, si on initialise un modèle de manière aléatoire, il y a différentes méthodes pour initialiser un modèle, mais disons aléatoire. Donc, si on donne une donnée X à un algorithme initialisé de manière aléatoire, ben, on s'attend à avoir une sortie aléatoire. Donc, il devrait nous retourner une sortie Y' différente, possiblement de la sortie Y à laquelle on s'attend. Donc, on va pouvoir ici, selon notre fonction d'erreur, calculer c'est quoi cette erreur-là, l'approximer. Et via le procédé d'apprentissage, ben, le système va ajuster ses paramètres pour essayer d'optimiser, de réduire finalement cette erreur-là. Donc ici, par exemple, en apprentissage supervisé, on va avoir 2 catégories de problèmes comme il était montré dans le graphique en haut. Donc, on va avoir souvent les problèmes de classification et les problèmes de régression. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un problème de classification? Bien, comme le nom le dit, ça va être de séparer nos données en différentes classes. Donc, en fonction d'un certain critère qui va être notre fonction discriminante. Donc, avec les algorithmes d'apprentissage machine classiques, on va extraire des caractéristiques qui vont représenter nos données. Donc ici à droite, on a l'exemple, si je me souviens bien, ça doit être d'un client d'une banque pour définir, OK, est-ce que ce client-là est à risque ou pas si on veut lui accorder un prêt. Donc, les caractéristiques, donc la donnée en tant que telle, ça va être le client. Maintenant, quelles caractéristiques vont représenter ce client-là? On peut voir ici sur les 2 axes. Donc, ça va être son revenu et son niveau d'économie. Donc, en fonction de ces 2 caractéristiques-là, disons les points qu'on voit sur le graphique ici, ça va être notre ensemble de données d'entraînement. Mais on peut voir ici les données avec des petits plus qui sont nos clients à bas risque, les données avec des moins, nos clients à risque. Donc, on est capable de les placer dans ce système d'axes-là et de déterminer finalement les seuils selon les 2 caractéristiques qui vont être capables de tracer la ligne finalement entre les 2. Donc, c'est un peu le processus d'apprentissage que l'algorithme fait. Finalement, il va observer les données, qui est à risque, qui n'est pas à risque, tracer les limites. Et ensuite de ça, quand on veut utiliser cet algorithme-là en pratique, mais on va placer une nouvelle donnée, donc un nouveau client qu'on va rentrer dans ce système-là. Puis selon où est-ce qu'il va se situer par rapport à notre fonction discriminante ici au milieu, on va quand même dire, OK, est-ce qu'on lui accorde un prêt ou non, ou le taux auquel on lui accorde son prêt. Donc ici, on peut voir à droite quelques exemples d'applications. Dans le domaine biomédical, on pourrait regarder par exemple des anomalies du cœur. Donc, si on a des données de CG, par exemple, on pourrait regarder des caractéristiques, comme j'ai mentionné précédemment, par exemple, le nombre de battements par minute, la variabilité dans la fréquence de l'activité cardiaque. On pourrait donner des caractéristiques aussi plus contextuelles, par exemple, la condition physique, la condition médicale de la personne. Est-ce qu'elle a des antécédents médicaux, son âge? Et des classes, par exemple, pour un problème, pour essayer de reconnaître finalement un patient en santé, différencier un patient en santé d'un patient à risque, ou aussi de détecter différents types d'arythmies, par exemple.
Donc ici, un petit exemple de ce qu'on fait au laboratoire. Donc mon projet de recherche finalement, qui consiste en la reconnaissance de gestes à partir d'une matrice, d'électrodes. Donc l'idée ici, ça va être de capter des patrons d'activité musculaire dans l'avant-bras et d'en faire la classification pour essayer de reconnaître finalement quel geste est effectué par la personne. Selon les patrons qu'on observe, on est capable de dire est-ce que la personne fait la flexion du pouce, par exemple, est-ce qu'elle pointe l'index, est-ce qu'on fait le poing fermé ou la main ouverte. Donc, plus tôt, j'avais dit qu'en apprentissage supervisé, on va avoir généralement des problèmes de classification et de régression. Donc, en classification, on cherche à associer une donnée à une catégorie donnée. En régression, maintenant, ça va être des problèmes où est-ce que la sortie va être plutôt une quantité numérique. À droite, on a un exemple pour déterminer le prix de vente d'un véhicule usagé, donc en fonction de son kilométrage en X. Donc ça serait c'est la caractéristique. Finalement, la donnée étant la voiture, la caractéristique ou sa représentation dans ce cadre-là serait finalement son kilométrage. Et en Y, ben, on voit aussi son prix de vente. Donc, si on veut prédire le prix de vente d'une voiture, ben, ici, on peut faire une approximation, là. Dans ce cas-ci, ici, c'est simplement une régression linéaire. Donc, avec les X dans le graphique, qui sont nos données, on est capable de tracer finalement la tendance linéaire. Donc, après ça, on est capable de dire, bon, mais si j'ai une voiture avec tel millage, ben, je devrais m'attendre à retrouver ça à environ tel prix, si on suit la tendance qu'on a tracée. Donc ici, quelques exemples d'applications à droite. Donc vraiment pour la prédiction de variables quantitatives, l'analyse de tendance ou de corrélation. Dans le contexte médical, on pourrait essayer d'estimer, par exemple, la durée du séjour à l'hôpital d'un patient qui entre. Donc, avec des données, par exemple, les symptômes qu'il présente, son état physique, son état médical, ses antécédents, son âge, son poids, une lecture de son ECG, mais on pourrait avoir une variable, ainsi d'estimer une variable quantitative. Donc, par exemple, on s'attend à ce qu'il reste 4 jours et demi, 7 jours. Donc, ici, on n'a pas une classe prédéfinie, contrairement en classification. Là, on ne cherche pas à le catégoriser, mais plutôt à évaluer une quantité, donc numérique. Ici, on a un exemple de la littérature où est-ce qu'on voudrait estimer l'âge biologique d'un patient à partir des données de ses données biomédicales, contrairement, disons, à son âge réel. Donc, on cherche à effectuer une mesure quantitative de son vieillissement grâce, par exemple, à l'enregistrement de ses données d'activité locomotrice, des questionnaires ou des données en laboratoire, par exemple, avec des capteurs, des centrales inertielles, par exemple, ou des ECG, de l'EMG. Donc, ça pourrait servir à estimer un peu finalement c'est quoi son espérance de vie ou ses risques de mortalité. Donc ici, on voit, donc si on veut estimer l'espérance de vie, ben, on ne fait pas une catégorisation, on va vraiment chercher une valeur numérique. Donc, c'est jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le patient vive ou le taux de mortalité, donc quel pourcentage finalement de risque sous certaines conditions est-ce que le patient pourrait mourir. Donc ici, on a une figure tirée de cet article-là, où est-ce qu'on peut voir la comparaison de 3 algorithmes dans ce contexte-là, où est-ce qu'on cherche à estimer l'âge biologique de patients pour 3 catégories de patients dans ce cas-ci, donc la population générale, euh, des patients présentant de la haute pression et des patients atteints du diabète. Donc, on peut voir qu'en général, par rapport à la population, les patients atteints de diabète présentent un âge biologique beaucoup plus élevé, surtout en bas âge, alors que quand on remonte vers les 70-80 ans d'âge chronologique, ici, ça devient à peu près équivalent. Et on peut voir finalement aussi que les patients à haute pression sont un peu entre les deux. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était l'apprentissage supervisé, donc en classification, où est-ce qu'on cherche à attribuer des données à certaines catégories prédéfinies. Donc, quand on entraîne notre système, on lui fournit des données, on connaît a priori c'est quoi les catégories à lesquelles ils appartiennent. Donc, on est capable de corriger l'algorithme, de lui dire est-ce qu'il fait une erreur ou pas. Même chose en régression. Donc, si on cherche à évaluer une quantité numérique, en entraînement, on va lui fournir un ensemble de variables dont on connaît finalement la sortie numérique. Donc, on est capable d'estimer une erreur et lui dire est-ce que tu fais une erreur ou pas? Et maintenant, optimise tes paramètres en conséquence. Donc, en apprentissage non supervisé, maintenant, on n'a pas ce superviseur-là, on n'a pas de valeur de référence ou de valeur à prédire. On va seulement avoir une entrée X dont on ne connaît pas de résultat ou quoi que ce soit et qu'on s'y attend. Donc, le but, c'est juste
d'effectuer des observations à partir de cette donnée-là. Donc, de trouver des régularités ou des irrégularités dans l'entrée, de découvrir des structures un peu sous-jacentes aux données en entrée, des patrons, par exemple, qui sont plus fréquents que d'autres. Donc, qu'est-ce qui se passe en général, qu'est-ce qui ne se passe pas, c'est quoi les exceptions, à quoi on peut s'attendre. Par exemple, ici, l'estimation de densité en statistique. Donc, pour l'estimation de densité, ben, on va avoir plusieurs données dans un système DAX, puis on cherche juste à voir finalement, OK, comment est-ce que les données se rapprochent entre elles? Est-ce qu'on a différents lobes de données différents à deux endroits différents? Donc, on cherche juste à avoir une observation générale sans nécessairement associer notre donnée à une valeur ou une catégorie en tant que telle. Donc, une des applications principales de l'apprentissage non supervisé, on va appeler ça du clustering, ou en français, on pourrait peut-être traduire ça par du regroupement, de l'agrégation. Finalement, le but, c'est de retrouver des groupements de données ou d'entrées. Donc, dans le domaine biomédical, on pourrait utiliser le clustering finalement pour reconnaître, pour monitorer l'état de santé d'une personne. Donc, si une personne est en santé, présente des signes, des signes vitaux réguliers, on va généralement être capable de regrouper ces signaux, ces données biomédicales dans un certain regroupement. Et s'il y a quelque chose qui ressort de ce regroupement-là, ben, on va avoir une indication que peut-être il se passe quelque chose, sans nécessairement savoir c'est quoi. On peut aussi appliquer ça à l'activité musculaire, où est-ce qu'on voudrait, par exemple, juste détecter quel patron de contraction un amputé serait capable de faire avec son membre amputé. Donc, si on veut utiliser certains patrons pour contrôler une prothèse, ben, on va essayer d'utiliser des patrons qui est capable de reproduire plusieurs fois. Donc, à partir des données MG, on serait capable de regrouper ces différentes contractions musculaires-là en différents patrons et être en mesure de dire finalement, OK, la personne est capable de faire 3 patrons de contraction différents de manière régulière. Donc, on va lui proposer 3 manières de commander sa prothèse. Donc, autre que le clustering ou l'agrégation, on peut aussi retrouver la réduction de dimensionnalité. Donc, c'est une façon de synthétiser des données, de visualiser des données aussi ou de faire du pré-traitement pour certains algorithmes. Donc, par exemple, si on a une donnée qui apparaît en 10 dimensions, donc 10 caractéristiques, par exemple, si on parle d'EMG, on pourrait avoir le niveau moyen, le niveau RMS, l'amplitude maximale, la fréquence moyenne, la fréquence médiane, différentes caractéristiques. Donc, si on a un système à 10 caractéristiques, mais qu'on veut synthétiser, on peut faire de la projection euh, dans un espace de moindre dimension. Donc, si on passe une donnée à 10 dimensions, on peut projeter ça dans un espace à 3 dimensions ou à 2 dimensions, ce qui permet de synthétiser les données dans un nouvel espace, plus simple à interpréter, plus simple à analyser et généralement aussi beaucoup plus simple à visualiser dans un nouveau système DAX. Donc, ici, un exemple de l'apprentissage non supervisé tiré de la littérature. Donc, on cherche à découvrir finalement un sous-type d'arythmie à partir des signaux de CG. Donc, on peut voir ici à gauche, on va installer un capteur de CG sur la poitrine de la personne, ce qui va nous permettre de retirer et d'isoler finalement tous les battements du cœur. Donc, dans cet article, on étudie un ensemble de données contenant plus de 2 milliards finalement de battements. Donc, grâce à un algorithme d'apprentissage non supervisé, on établit un peu cette représentation ici, où est-ce qu'on peut voir 3 types de battements dans cet espace-là, ici, donc à 2 dimensions. Donc, ici, on peut voir qu'un battement normal, par exemple, vont se regrouper un peu en circonférence de l'ensemble qu'on observe. Ensuite, on a l'autre classe ESSV, dont je ne me rappelle plus exactement à quoi ça correspond, mais qui va générer finalement un espèce de patron ici au centre, une concentration au centre. Et la troisième classe ESV en orange, qui va se concentrer en 2 groupes. Donc ici, un à droite, à l'extérieur du lobe principal et un autre pas très loin du centre, ici, un peu vers la gauche. Donc ici, les données étaient étiquetées, donc on sait qu'est-ce qui appartient à quelle classe, mais seulement pour les identifier par couleur dans le graphique. L'algorithme en tant que tel n'a pas cherché à reconnaître ou à reclasser les battements, mais plutôt comme de manière non supervisée de les représenter dans un système à 2 dimensions pour que visuellement on puisse les interpréter. Comme ça, par exemple, si on a un nouveau patient, qu'on lui fournit le dispositif de CG, prend ses mesures pendant une semaine, on rentre ça dans notre algorithme ici, puis on va voir où est-ce qu'il se situe dans cette représentation-là afin de voir, OK, est-ce qu'il y a peut-être une anomalie ou pas.
Donc après ça, on pourra aller une étape plus loin et effectuer un processus de classification puis dire: «OK, tu appartiens peut-être à ça, à cette classe-là ou à cette autre-là». Mais d'abord, le but de cet article-là était finalement de prendre l'ensemble de données au complet et de voir, OK, est-ce qu'avec un certain algorithme, je suis capable de représenter ça, dans un ensemble à 2 dimensions de manière à voir est-ce que vraiment ça se différencie l'un de l'autre. Donc ils ont pu démontrer que oui, selon les différents types d'arythmie, on est capable de voir des recoupements différents. Donc, ça indique que l'algorithme a été capable d'extraire de l'ECG des caractéristiques différentes puis spécifiques à ces différents types-là et qui est capable aussi de nous le représenter dans un graphique qu'on peut interpréter visuellement. Donc ici, on peut aller voir plus en détail dans la figure là, les signaux d'ECG appartenant à ce sous-type d'arythmie-là qu'on a découvert. Donc ici, la troisième tâche principale ou fondamentale, l'apprentissage par renforcement. Donc ici, ça va être vraiment un algorithme qui va interagir de manière séquentielle avec l'environnement. Donc, la sortie de l'algorithme va être une séquence d'actions comparativement à l'apprentissage supervisé, où est-ce qu'on a la classification, la régression ou l'apprentissage non supervisé, où est-ce qu'on va chercher en général à faire une action, une observation à partir des données. Ici, on va parler vraiment d'une sortie qui va être une séquence d'actions. Donc, on va avoir une certaine police qui va guider finalement nos actions présentes et les actions futures. Donc, les actions futures qui vont être définies en fonction finalement des actions passées. Donc, est-ce que les actions passées ont été des bonnes actions ou des mauvaises actions? Donc, la police finalement va déterminer qu'est-ce qui est une bonne action, qu'est-ce qui est une mauvaise action, et ça va permettre finalement d'ajuster nos actions futures en conséquence. Et au fur et à mesure qu'on fait les observations et qu'on avance dans la séquence, on va générer une nouvelle police évoluant dans le temps pour faire le plus possible des bonnes actions. Donc, à chaque action, on va observer l'environnement et en fournir une rétroaction à l'algorithme sous forme de récompense ou de pénalité selon ce que l'action a causé. Donc, exemple classique de l'apprentissage par renforcement, donc le jeu. Donc, quand on pense à une stratégie, quand on joue aux échecs, par exemple, ça va être vraiment la séquence d'actions. Donc, on va avoir une certaine séquence d'actions en tête au départ, mais au fur et à mesure que le jeu avance, on va faire notre action, on va voir comment l'environnement, comment notre adversaire réagit, puis on va ajuster finalement en conséquence, OK, est-ce que j'ai fait un bon move ou pas? Ça va jouer sur mon prochain move, puis éventuellement gagner la partie. Donc ici, on a la figure qui illustre un peu la boucle finalement de l'apprentissage par renforcement. Dans le domaine biomédical, par exemple, on peut s'en servir pour découvrir et adapter des traitements médicaux ou pharmaceutiques. Donc ici, l'environnement changeant va être l'évolution de la maladie ou l'évolution du patient. Et la sortie va être la séquence des traitements qu'on lui donne, par exemple les médicaments qu'on va lui donner à chaque jour ou à chaque semaine. Donc, en rétroaction à l'algorithme, on va pouvoir lui associer une récompense ou une pénalité en fonction de la réponse du patient au traitement précédent. Donc, si on augmente progressivement la dose, au début, on peut voir une amélioration de la santé de la personne, mais jusqu'à un certain point, peut-être que d'augmenter la dose devient néfaste. Donc, à ce moment-là, dans la séquence, on va être capable d'observer que oh, tout d'un coup, il y a une mauvaise réponse à une augmentation de la dose. Donc, la prochaine action va peut-être chercher à changer le traitement, soit changer de médicament ou réduire la dose ou ne pas augmenter autant la dose, par exemple. Donc, maintenant qu'on a vu une introduction à l'intelligence artificielle, machine learning, deep learning, les concepts principaux et quelques exemples d'applications, on va maintenant voir comment est-ce qu'on construit ou comment est-ce qu'on structure plutôt un problème d'apprentissage machine en ingénierie. Dans ce cas-ci, appliqué au biomédical. Donc, on va voir ça ici en contexte d'application pour des interfaces humain-machine basées sur des signaux électrophysiologiques. Ensuite de ça, je vais vous présenter quelques algorithmes populaires et assez communs, ainsi que quelques exemples pour vous donner un peu un aperçu de la mécanique qui est en dessous, sans rentrer trop dans les détails parce qu'on ne sait pas, ici on est dans un cours plus de biomédical et non d'apprentissage machine, mais on va au moins voir un peu qu'est-ce qui sont les fondements, qu'est-ce qui explique un peu comment ça fonctionne, parce qu'ensuite de ça, ça va aider à guider certains choix de conception, quel algorithme on choisit pour quel problème. Ici, je vais vous présenter surtout l'approche traditionnelle, donc une approche par caractéristique. Donc, si vous vous rappelez les quelques diapos précédentes là, où je faisais la distinction entre apprentissage machine, apprentissage profond. Donc, petit rappel, dans le fond, l'apprentissage profond ou deep learning, sa force, c'est d'apprendre lui-même à extraire les caractéristiques pertinentes au problème. Tandis qu'en apprentissage machine plus traditionnel ou les algorithmes classiques, il va falloir faire l'extraction de caractéristiques de manière plus explicite.
Donc, pour ce faire, on va passer par 3 grandes étapes, soit le pré-traitement de nos signaux. Ici, dans ce cas-ci, on va y aller avec des signaux électrophysiologiques, donc par exemple l'EMG. Donc, il va falloir quand on part avec ces signaux EMG-là, ces signaux bruts, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, on va d'abord les passer pour un pré-traitement. On va voir en quoi ça consiste. Ensuite, on va faire l'extraction de caractéristiques. Donc, quelle mesure ou quel aspect du signal est-ce qu'on va chercher à évaluer pour fournir un système d'apprentissage machine? On peut aller chercher des caractéristiques dans le domaine temporel, dans le domaine fréquentiel ou même la combinaison des deux. Et finalement, quelle est la tâche que je veux réaliser avec mon algorithme, par exemple, la classification? Donc ici, ça va être les principaux sous-systèmes qui vont intervenir dans un système d'apprentissage machine appliqué à des signaux électrophysiologiques. Ici, je vais vous le présenter dans le contexte d'un système de contrôle par EMG pour une prothèse. Donc, pour un patient amputé qui aurait une amputation au niveau du poignet, donc il lui reste encore au niveau de l'avant-bras les muscles lui permettant de contracter euh, les doigts ou en faire l'extension. Bien sûr, ça dépend du degré d'amputation. Mais en général, si on regarde une amputation au niveau du poignet, ces muscles-là sont encore là et la personne peut encore faire appel à ces muscles-là et les contracter. Donc, à ce moment-là, il y a moyen de placer des électrodes sur l'avant-bras pour aller détecter les différentes contractions. On a plusieurs muscles qui vont gérer chacun des doigts. Donc, on peut aller rechercher ces signaux-là puis essayer d'en détecter des patrons différents pour redonner finalement des capacités, de la dextérité à la personne. Donc, si on contrôle la prothèse grâce à ces muscles-là, on peut essayer de reconstruire une interface de contrôle intuitive pour le patient. Donc, dans la chaîne, on va commencer avec les biosignaux eux-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on va les capter? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec les signaux bruts? Donc, le pré-traitement qu'on va lui appliquer, l'extraction de caractéristiques, comme je viens de mentionner. Et ensuite, dans ce cas-ci, ça va être de la classification. Ça pourrait être un algorithme, sinon de régression dans d'autres cas, ou même des algorithmes d'apprentissage non supervisé, si je fais référence au diapo qu'on a vu plus tôt. Et ensuite de ça, avec ce résultat, ici dans le cas du contrôle MG, on va utiliser la classification pour reconnaître les gestes. Donc, après la classification, on va envoyer ces résultats-là à l'interface de contrôle moteur pour la prothèse elle-même, pour finalement compléter l'interface humain-machine qui part des biosignaux, finalement des signaux électromyographiques et qui vont se transformer et finalement commander une prothèse. Donc, les biosignaux, d'abord, c'est ce que vous étudiez, je pense, dans l'essentiel du reste du programme du cours. Donc, il y a plusieurs choix de conception qui interviennent à ce niveau-là, les matériaux, la quantité d'électrodes qu'on veut placer, par exemple, où est-ce qu'on les positionne, sur quel muscle est-ce qu'on veut les positionner. Donc, ensuite, si on veut des bons signaux, on va regarder l'interface analogique. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau du conditionnement et des filtres qu'on applique dans le domaine analogique. Et ensuite, ça va être de déterminer quel type de conversion analogique numérique est-ce qu'on va faire. Donc ensuite, une fois qu'on a acquis nos signaux électrophysiologiques, qu'on les a enregistrés, qu'on les a numérisés, on peut faire du traitement numérique, que ce soit pour retirer des artefacts de l'ECG, des artefacts de mouvement, par exemple, aussi dans le MG, appliquer un fil de passe-bande ou encore un coupe-bande, par exemple, pour retirer le 60 Hz des signaux s'il en reste encore beaucoup présent dans les signaux numérisés. Donc, une fois qu'on a enregistré, filtré numériquement nos signaux, on se retrouve avec des enregistrements d'une certaine durée. Par exemple, on peut avoir enregistré de l'ECG pendant quelques minutes, pendant quelques heures des fois, ou bien quelques secondes de MG lors d'une contraction d'un certain muscle. Qu'est-ce qu'on fait avec? Comment est-ce qu'on s'arrange pour que notre système d'intelligence artificielle soit capable de comprendre qu'est-ce qu'il observe? Donc, il faut un peu le mettre en contexte. Si on parle de système d'apprentissage machine classique, il faut faire un petit peu de travail, là, comme je l'ai mentionné, au niveau de l'extraction de caractéristiques du pré-traitement. Donc, si je vous ramène à l'exemple de contrôle de prothèse à partir de signaux MG, par exemple, j'ai enregistré pendant quelques minutes différentes contractions de différents gestes. Il faut un peu mettre en contexte ces signaux-là pour notre algorithme d'intelligence artificielle. Donc, comment est-ce qu'il va les interpréter, puis aussi lui donner finalement les bons outils pour résoudre le problème. Donc, pour ce faire, la première étape serait la segmentation. Donc, si par exemple, j'ai enregistré pendant 2 minutes, moi qui fais certains gestes, un après l'autre, une séquence de gestes, bien, ça va être de découper d'abord ces gestes-là séparément pour être capable d'isoler, par exemple, le signal EMG associé au geste qui est le point fermé, au geste qui est l'index pointé, au geste qui est le thumbs up. Donc, isoler ces différents gestes-là. Donc, je vais peut-être avoir, par exemple, 20 secondes de chacun des gestes. Et ensuite de ça, ben, si on veut faire un système de contrôle qui va travailler en temps réel, ben, on ne veut pas lui donner comme une donnée de 20 secondes nécessairement, parce qu'après ça, si ça lui prend 20 secondes pour reconnaître un geste, ben 20 secondes, ça fait un grand temps de latence pour contrôler une prothèse.
Donc, il faut choisir le temps de segmentation du signal. Donc, si on veut contrôler une prothèse en temps réel, bien, idéalement, on va chercher en bas de 300 millisecondes de latence. Donc, on va essayer de segmenter en bas de 300 millisecondes de notre signal. Si c'est pour de l'ECG, par exemple, là, ça va être différent parce que l'ECG, on peut peut-être l'évaluer sur une plus longue période pour évaluer, mettons, un état de santé général ou un état d'activité physique. Donc, peut-être qu'on va vouloir, par exemple, 30 minutes de CG ou 1 heure de CG pour avoir un bon diagnostic. Des fois, ça peut être le CG sur plusieurs jours. Donc, ça dépend du contexte, ça dépend du problème. Mais dans tous les cas, il faut segmenter notre signal pour s'assurer de structurer nos données. Donc, 2 éléments à considérer principalement quand on veut segmenter, ça va être le fenêtrage puis la longueur des fenêtres. Si j'ai un signal temporel, est-ce que je veux faire un fenêtrage adjacent, donc segmenter, mettons, 300 millisecondes de MG, ensuite les 300 prochaines millisecondes, les 300 suivantes, ou est-ce que je veux faire un overlapping, c'est-à-dire que je vais prendre 300 millisecondes de MG, décaler de 50 millisecondes, par exemple, prendre un autre 300 millisecondes, redécaler de 50 millisecondes, et ainsi de suite, pour que les fenêtres, finalement, se chevauchent. Ça peut être une stratégie, surtout si on parle d'un système de contrôle en temps réel, où est-ce que, par exemple, on pourrait avoir, disons, un échantillon qui rentre à chaque milliseconde ou à chaque 2 millisecondes. Bien là, nos échantillons, ils rentrent rapidement, fait que c'est facile de faire, par exemple, un fenêtrage d'accumuler, disons, 300 millisecondes. Ensuite, on fait une autre acquisition. Donc, 1 milliseconde plus tard, on prend juste les 300 dernières millisecondes et ainsi de suite. Donc, on pourrait avoir un chevauchement pour essayer de réagir un peu plus rapidement au lieu d'attendre à chaque fois de compléter notre fenêtre. Et ensuite, ben, la longueur des fenêtres, je l'ai mentionné justement avec l'exemple de l'ECG, le MG. On choisit finalement quelle longueur de signal est-ce qu'on veut segmenter. Donc, ça dépend du problème, du contexte. Donc ici, on a un graphique qui illustre un peu ce principe-là. Donc, comment est-ce qu'on part des signaux bruts et qu'on construit une base de données finalement avec nos signaux électrophysiologiques? Alors, ici, c'est l'exemple d'un système d'enregistrement de signaux électrophysiologiques à 2 canaux. Donc, on voit en haut Channel 1 data, Channel 2 data. Donc, on aurait les échantillons, par exemple, continus du canal 1 en haut du canal 2. Donc, ça pourrait être 2 minutes de contraction d'AMG qu'on doit ensuite segmenter. Donc, on peut voir un fenêtrage ici, la longueur de la fenêtre serait de 3 échantillons avec un chevauchement ici de 2 échantillons entre chaque. Donc, pour chacune de ces fenêtres-là, on va en faire l'extraction de caractéristiques. Donc, je vais montrer quelques exemples plus tard, mais l'idée, c'est de passer des signaux bruts à des caractéristiques qui pourront être interprétées par l'algorithme. Donc, que ce soit des valeurs RMS, une valeur moyenne absolue, et ainsi de suite. On va les voir dans les prochaines diapos. Donc, le résultat de ça, c'est qu'on va avoir transformé chacun des segments de signal électrophysiologique en un vecteur de caractéristiques associé qui le décrit et auquel on va également associer finalement notre étiquette. Si je vous rappelle, finalement, dans un contexte d'apprentissage supervisé, ça prend un superviseur qui donne la sortie attendue pour une donnée X. Donc, si je reprends ici l'exemple de la reconnaissance de gestes pour le contrôle de prothèse à partir de l'AMG, l'étiquette, ça serait l'étiquette de classe. Donc, si j'ai pris un segment AMG du signal provenant de la contraction du point fermé, mon étiquette ici, donc le labels vector, donc le label associé à ce segment-là, ça pourrait être la classe 0 qui est le point fermé, par exemple. Ensuite, on va avoir la classe 1 qui serait la main ouverte. Donc là, le segment AMG va provenir de la contraction d'un certain geste, donc qui va avoir son étiquette associée. Donc, au bout du compte, on va se retrouver avec notre jeu de données qui consiste en des vecteurs de caractéristiques et une liste d'étiquettes. Donc, l'extraction de caractéristiques, c'est particulièrement utile dans le cas des biosignaux ou signaux électrophysiologiques, donc comme le MG, le CG, le EG, le OG, puisque c'est des signaux qui sont non stationnaires. Donc, c'est-à-dire que nos signaux sont appelés à changer dans le temps. Par exemple, si j'effectue un exercice pendant quelques minutes, au début, je vais être au repos, donc je vais observer un certain signal de très faible amplitude. Ensuite de ça, je vais commencer à contracter mon muscle pour l'exercice, donc je vais voir son amplitude changer. Et éventuellement, si le muscle fatigue aussi, on va être capable d'observer un décalage aussi dans le contenu fréquentiel au fil du temps. Donc, et de même pour le CG, par exemple, si on a un état de santé qui évolue, on commence à bouger, on fait de l'activité physique, on va voir que la fréquence des battements va changer aussi au fil du temps. Donc, c'est important de bien segmenter notre signal pour les différentes phases de l'exercice qu'on veut évaluer. Donc, par exemple, si on veut évaluer la fatigue musculaire, donc si je maintiens un poids, par exemple, dans les airs, puis que je veux mesurer sur mon deltoïde le contenu fréquentiel de mon EMG, je ne vais pas aller calculer la fréquence médiane sur mon 2 minutes de contraction.
je vais vouloir découper mon signal, par exemple, à chaque seconde, par exemple, ou à chaque 5 secondes, puis aller voir la fréquence médiane à chacune de ces 5 secondes-là. Donc, ce qu'on va vouloir observer, ben, ça va être plutôt l'évolution de la fréquence médiane dans le cas de la fatigue musculaire, par exemple. Donc, l'évolution de cette fréquence médiane-là durant les 2 minutes de contraction. Donc, on devrait observer un décalage vers le bas en général de la fréquence médiane au fur et à mesure qu'on progresse dans l'exercice. Donc, comme dans le graphique plus tôt, ben, le but, c'est de transformer finalement nos biosignaux en vecteurs de caractéristiques, lesquels seront interprétés par notre algorithme. Donc, au niveau des caractéristiques utiles dans les signaux électrophysiologiques, particulièrement le l'EMG, on va retrouver des caractéristiques du domaine temporel, par exemple, relatif à l'amplitude. Donc, c'est des caractéristiques généralement de faible complexité en soi, ou juste de faible complexité à implémenter dans un système numérique aussi. Ensuite de ça, on peut aller chercher des caractéristiques dans le domaine fréquentiel, donc tout ce qui est par rapport à la densité spectrale de puissance, par exemple, au contenu fréquentiel. Et finalement, on peut aussi voir des caractéristiques dans le domaine hybride, finalement, temps-fréquence. Donc, au niveau de la variation du contenu fréquentiel au fil du temps, par exemple. Donc, certains sont peut-être aussi familiers la transformer en ondelette, par exemple, qui pourrait nous donner de l'information fréquentielle dans une résolution temporelle. Donc, quelques exemples ici utiles pour le MG. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus parce qu'après ça, selon vos projets, va être différents contextes d'application. Mais juste pour vous donner une idée, pour le MG, ce qui va être intéressant généralement, ça va être, par exemple, la valeur absolue moyenne qui va donner une idée de la force de contraction. La valeur MS, même chose. On peut aussi extraire la variance, l'écart type, l'amplitude maximum. Ensuite, on a aussi le changement de signe de la pente ou le croisement à zéro. Par exemple, le changement de signe de la pente, en fait, ça va compter combien de fois est-ce que la pente de notre signal va changer de signe donc, au courant d'un segment. Le croisement à zéro ou zero crossing, ben, ça va nous indiquer combien de fois est-ce que notre signal va croiser l'axe zéro dans notre segment. Donc ça se calcule dans le domaine temporel, mais ça donne une information aussi sur le contenu en fréquence. Donc, on s'entend que si on a un signal qui croise l'axe zéro plus souvent qu'un autre, ben, ça veut dire qu'il va avoir une fréquence plus élevée en général. Donc, ça se calcule de manière relativement simple dans le domaine temporel, mais ça donne de l'information dans le domaine fréquentiel sans avoir à effectuer une transformée de Fourier discrète, par exemple. À droite, on a un tableau tiré d'un article qui montre beaucoup plus de caractéristiques encore. Ensuite, dans le domaine fréquentiel, ben, il y a la fréquence moyenne, la fréquence médiane, naturellement. On peut voir, par exemple, dans le tableau à droite, plusieurs autres caractéristiques, là, que ce soit, mettons, la puissance totale, la fréquence pic, la variance de la fréquence centrale et plusieurs autres. Et finalement, dans le domaine temps-fréquence, ben, on pourrait extraire la transformer en ondelette, par exemple. Donc, une fois qu'on a fait un peu de recherche, on a trouvé toutes les caractéristiques qu'on peut extraire de nos signaux par rapport à notre problème. Mais on peut en faire quelques traitements, quelques pré-traitements au sens de l'apprentissage machine. Donc, on pourrait vouloir mettre à l'échelle, normaliser ou standardiser nos valeurs pour un peu remettre en contexte ou rapprocher finalement deux caractéristiques complètement différentes à une échelle un peu plus comparable. Si je pense par exemple au battement par minute d'un signal ECG versus son amplitude, ben, ça va avoir des échelles différentes. Si l'amplitude est dans les millivolts, ça va être une très petite valeur. Si le nombre de battements par minute est autour de 100, 120 par exemple, on va vouloir un peu les rapprocher, surtout si on veut faire par exemple de la classification, puis ramener ça dans un système à deux axes, puis on veut tracer des régions, des fonctions discriminantes pour essayer de déterminer l'état, un état de santé ou d'en faire une classification pour quelconque problème. Ça peut être intéressant de vouloir les ramener à une échelle comparable. Ensuite de ça, ça peut être aussi très pertinent de réduire la dimensionnalité. Quand je parle de dimensionnalité ici, ça fait surtout référence au nombre de caractéristiques. Donc, quand on a fait la segmentation de notre signal électrophysiologique, qu'on l'a transformé en vecteur de caractéristiques. Par exemple, si on a pris un segment EMG puis on a extrait 15 caractéristiques, ben, ça nous fait un vecteur ici à 15 dimensions pour notre donnée. Donc, ça devient difficile après ça à visualiser. Puis pour certains algorithmes aussi, ça peut être plus difficile à interpréter. Donc, à ce moment-là, on va vouloir faire de la réduction de dimensionnalité. Donc, il y a plusieurs méthodes. D'abord, ben, ça peut être tout simplement dans la sélection des caractéristiques elles-mêmes. Donc, au lieu de prendre 15 caractéristiques, ben, on pourrait en prendre 3 puis avoir un vecteur à 3 dimensions, ou en prendre 2 puis avoir seulement 2 dimensions qui peuvent être très bien visualisées. Mais lesquelles qu'on choisit à ce moment-là?
Donc, la première méthode est l'approche par filtre, donc qui va être indépendante de l'algorithme. Donc, ça va être la sélection par le concepteur du meilleur ensemble, à son avis, de caractéristiques. Donc, ça peut se faire à partir d'évaluations statistiques, d'évaluations quantitatives, qualitatives, en fonction des connaissances du chercheur, mais indépendamment de l'algorithme. Ensuite, on aurait l'approche wrapper que je ne m'aventurerai pas à traduire, mais qui consiste finalement à évaluer différents sous-ensembles de caractéristiques avec différentes itérations d'entraînement de l'algorithme. Donc, on va choisir, par exemple, un sous-ensemble, on va l'évaluer avec l'algorithme, on va voir qu'est-ce qu'on en observe. Un autre sous-ensemble, est-ce qu'on observe des meilleurs résultats avec l'algorithme? Donc, à ce moment-là, on va essayer de chercher plus, pas nécessairement le meilleur sous-ensemble à notre avis, avec nos connaissances scientifiques, mais plutôt en fonction vraiment de l'algorithme, parce que différents algos vont fonctionner de manière différente et différents algos pourraient nécessiter des sous-ensembles différents de caractéristiques. Donc ici, on peut procéder de deux façons. Par exemple, soit la forward selection ou sélection par en avant ou en amont, si vous voulez, et la backward elimination ou élimination par en arrière. Donc l'idée de la forward selection, ben, ça va être d'ajouter progressivement différentes caractéristiques et d'en observer les résultats. Par exemple, on pourrait commencer avec une seule caractéristique, tester notre algorithme avec ça, en ajouter une deuxième. Est-ce que nos résultats sont meilleurs? Oui, OK, on garde cette caractéristique-là. En ajouter une troisième, est-ce qu'elle est meilleure? Non. En ajouter une autre à la place, est-ce que c'est meilleur? Oui, non, et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on converge vers notre meilleur résultat. Sinon, à l'inverse, on peut faire la backward elimination ou procéder par élimination. Donc, en commençant avec toutes les caractéristiques dans notre algorithme, on observe les résultats que ça donne. Ensuite, on en retire une. Est-ce que le résultat est meilleur ou pas? S'il est pas nécessairement, s'il est meilleur, ben on va la laisser de côté. Si on dégrade nos résultats, ben on va la garder. On va passer à la prochaine caractéristique. Est-ce que si on la retire, est-ce qu'on a un meilleur résultat ou pas? Et ainsi de suite, jusqu'à converger, donc avec notre ensemble qui serait optimal. Ensuite de ça, ben, on aurait aussi l'approche embarquée ou embedded, en fait, qui consisterait à intégrer cette sélection de caractéristiques-là à même le processus d'apprentissage de l'algorithme. Donc, on pourrait construire un algorithme autour de ça. Donc, à ce moment-là, ça serait de fournir toutes les caractéristiques à l'entrée du système, puis qu'en lui-même, il en fasse la sélection, le tri, avant d'envoyer ça à l'algorithme d'apprentissage. Donc, est-ce qu'un sous-ensemble est meilleur qu'un autre? Mais on peut observer ça selon plusieurs critères, donc que ce soit la variance dans les résultats ou la corrélation entre les différentes caractéristiques ou tout simplement la valeur empirique sur le résultat de notre algorithme. Donc ça, c'était pour la sélection de caractéristiques. Maintenant, on pourrait aussi vouloir faire la projection de caractéristiques. Donc, avec la projection de caractéristiques, au lieu de choisir arbitrairement ou par essai différents sous-ensembles de caractéristiques, ben, ce serait de garder toutes nos caractéristiques, mais de les projeter dans un nouvel espace pour en réduire la dimensionnalité toujours. Donc, si on avait 15 caractéristiques, mais qu'on veut ramener ça en 3 dimensions, ben, on pourrait soit retirer 12 caractéristiques pour en garder seulement 3, ou on pourrait faire une projection de ces 15 caractéristiques-là vers 3 nouvelles composantes finalement qui représenteraient l'ensemble de ces caractéristiques-là. Une des méthodes pour faire ça, ça s'appelle la PCA ou la Principal Component Analysis ou analyse par composante principale, donc ACP en français, qui consiste finalement à effectuer une projection linéaire vers un sous-espace de plus faible dimension. Donc, la PCA, c'est une méthode non supervisée. Donc, on veut juste faire la projection dans un nouvel espace. On ne veut pas reconstruire une association entre une donnée et une étiquette. On veut vraiment juste transposer nos données. Donc, le component ou composante dans le nom fait référence aux directions orthogonales de variance maximum. Donc ici, c'est un graphique illustrant c'est quoi la PCA ou la Principal Component Analysis. Donc, on a à gauche finalement notre ensemble de données brutes, donc qui va être dans l'espace X1, X2. Donc, on va en trouver finalement les directions orthogonales de variance maximum. Donc, si notre groupe de données, notre groupe de points, par exemple, si on représente notre jeu de données comme un nuage de points dans ce système d'axes-là, fait un peu une structure elliptique comme on voit à gauche. Bon, on va essayer de trouver dans quelle direction finalement est-ce qu'on a la plus grande variance. Donc, on peut voir ici que Z1 au niveau de l'ellipse, c'est vraiment sur la direction où est-ce qu'on a la plus grande largeur de l'ellipse. Donc, ça va être notre première composante. Ensuite, on aurait la seconde composante finalement qui serait Z2. Donc, si je reviens à la définition, là, qui est les directions orthogonales de variance maximum. Donc, la variance maximale est selon la direction Z1.
Ensuite de ça, si on va chercher la direction orthogonale à ça, ici dans ce cas-ci, ça va être Z2 vu qu'on est en 2 dimensions, mais ça pourrait aller en profondeur si on était en 3 dimensions. Ensuite, on en fait la projection et on obtient à droite finalement notre ensemble de données projeté selon le système d'axes Z1 et Z2. Donc, si on avait voulu, on aurait pu aussi juste projeter sur notre espace à 2 dimensions initiales vers un espace à une seule dimension. Donc, on aurait pu représenter toutes nos données seulement selon l'axe Z1, par exemple. Donc, à ce moment-là, si je vous remets en contexte de l'extraction de caractéristiques, bien, on aurait pu partir d'un système à 2 caractéristiques, puis retrouver une seule caractéristique à la fin qui pourrait permettre de résoudre notre problème. Donc, une fois que nos caractéristiques sont extraites, on passe maintenant à notre algorithme en tant que tel. Dans ce cas-ci, on va y aller avec l'exemple de la classification, mais ça aurait pu être la régression. Donc, à ce stade-ci, on a notre jeu de données, donc qui était nos vecteurs de caractéristiques et leur étiquette associée. Donc, on va vouloir séparer ça en jeu de données d'entraînement, en jeu de données de test pour évaluer finalement notre algorithme s'il fonctionne bien. Donc, après ça, juste un petit rappel. Donc, en apprentissage supervisé, justement, on a toujours une entrée X et une sortie Y. Donc, le but de l'algorithme, c'est d'apprendre finalement cette association-là entre l'entrée et la sortie attendue. Donc, pour remettre ça en contexte avec le contrôle AMG, on va avoir une note donnée qui va être un vecteur de caractéristiques décrivant un segment d'un AMG. Donc, on va avoir par exemple une valeur moyenne absolue, on va avoir peut-être une fréquence médiane, ou les caractéristiques que vous voulez. Et ça va être de reconstruire l'association entre ces valeurs-là et le geste qui a été effectué. Donc, pour différents gestes, on va observer différentes valeurs de ces caractéristiques-là. Donc, l'algorithme va devoir apprendre à associer les bonnes valeurs des caractéristiques aux bons gestes pour qu'éventuellement, si on lui donne un vecteur de caractéristiques, il va être capable d'identifier c'est quoi la sortie que ça devrait être. Donc, si on s'en va ensuite contrôler la prothèse en temps réel, on va seulement fournir des vecteurs de caractéristiques à notre système. Et lui, il va nous donner en sortie, il va nous retourner en sortie finalement sa prédiction ou le geste qu'il va avoir reconnu. Puis on va pouvoir associer ça ensuite à un contrôle moteur de la prothèse. Donc, pour faire l'apprentissage, je vous ramène à ce graphique-là que je vous ai monté précédemment. Donc, on va choisir d'abord un modèle qui va être l'algorithme finalement qu'on veut et on va avoir notre ensemble de données. Donc, on va prendre un sous-ensemble de jeux de données pour l'entraînement où est-ce que le modèle va apprendre l'association entre les vecteurs des caractéristiques et les étiquettes. Donc, il va ajuster ses paramètres en conséquence pour essayer de fournir un résultat le plus précis possible. Ensuite de ça, on va évaluer finalement notre modèle entraîné sur notre ensemble de tests où est-ce qu'on va seulement fournir les données, les vecteurs de caractéristiques, puis on va comparer à quel point est-ce qu'il a réussi à trouver le geste qui était attendu. Donc, pour la classification, je vais vous présenter quelques algorithmes populaires qui sont relativement faciles à interpréter et à expliquer, dont le LDA, donc Linear Discriminant Analysis, le SVM, Support Vector Machine, le KNN, qui va être le K Nearest Neighbor, ou les plus proches voisins, et finalement le réseau de neurones artificiels. Donc, pour ce qui est du LDA, donc l'analyse par discriminant linéaire, mathématiquement, ce que ça fait, c'est que ça va projeter nos données dans un nouvel espace, maximisant la séparation des classes. Donc, les deux critères qu'on va observer ici, donc, ça va être la variance et la distance entre les moyennes pour chacune des classes. Donc, on va chercher à minimiser les variances en même temps qu'on va maximiser la distance entre les moyennes. Donc, ça va être un peu un problème d'optimisation ici. Donc, on peut voir ici en 3 étapes. D'abord, si nos données sont représentées en 2 dimensions, donc avec 2 caractéristiques, donc X1 et X2. Les couleurs dans le graphique font référence à 2 classes différentes. Donc, on va voir la classe orange, la classe bleue. Le but ici, ça va être de les projeter sur un axe, finalement, qui permet de séparer le mieux ces 2 regroupements de données-là. Donc, on voit dans le deuxième graphique l'axe où est-ce qu'on maximise cette distance-là. Et ensuite, on voit à droite les données projetées sur l'axe, donc sur cet axe-là, par exemple l'axe LD1 qu'on voit en bas à droite, on pourrait tracer au milieu une limite assez claire entre les 2 classes, puis on pourrait tracer finalement notre discriminant linéaire ici qui tracerait la limite sur cet axe-là, selon si on appartient à la classe bleue ou à la classe rouge. Donc ensuite de ça, si on vient fournir en entrée une donnée anonyme à notre algorithme, il va se situer quelque part sur cet axe-là, et selon de quel côté il se situe notre discriminant linéaire, on va pouvoir l'attribuer finalement soit à la classe bleue ou à la classe orange. Donc, l'algorithme de LDA peut servir à 2 choses, donc soit tout simplement à la réduction de dimensionnalité, un peu comme la méthode PCA. Donc, on pourrait se servir juste de la projection dans l'axe, comme ça ici, pour réduire notre dimension, ou l'utiliser en classification, donc soit en traçant la limite entre nos 2 classes sur cet axe-là.
Donc, le SVM ensuite, Support Vector Machine ou machine à vecteur de support en français, certains l'appellent aussi séparateur à vaste marge. Ça décrit bien l'algorithme, puis ça permet aussi de maintenir l'acronyme. Donc, c'est aussi un discriminant linéaire, donc c'est-à-dire qu'on va essayer de tracer finalement une délimitation de deux classes, donc une délimitation linéaire entre les classes. Ce que cet algorithme-là cherche à faire, c'est de maximiser la marge séparant les classes. Donc, l'idée, contrairement au LDA qui va aller analyser chacun des points de notre jeu de données pour estimer finalement la variance entre les différents groupes de classes et les moyennes pour les séparer. Ici, on va seulement faire intervenir finalement les données qui sont proches de la frontière entre les deux classes. Donc, si on voit par exemple dans le graphique à gauche ici, on voit qu'il y a 3 points qui sont encerclés. Donc, ça va être ces 3 points-là seulement qui vont définir notre séparation. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'analyser toute la densité complète de nos données. Donc, on peut optimiser un peu notre calcul ainsi, puis peut-être obtenir même une meilleure séparation parce qu'on s'entend que les points qui sont très loin de la délimitation entre les deux classes, ben, ça va être des points qui vont être plutôt évidents à calculer. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de calculer notre séparation, notre discriminant en fonction de ces points-là, puisque eux autres, ils n'ont pratiquement aucune chance d'être confondus. Donc, on va essayer de focuser notre décision sur les points qui sont peut-être un peu plus faciles à confondre. Donc, on voit après ça qu'à droite, on peut ajouter une certaine marge de tolérance aussi pour générer notre discriminant linéaire, mais en fonction de points un peu plus loin finalement de la séparation entre les deux classes. Parce que des fois, ça peut être une zone un peu trop ambiguë selon la distribution de nos données. Donc, le SVM, c'est un discriminant linéaire, mais qu'est-ce qui arrive si notre problème n'est pas linéaire? Le SVM, c'est un outil qui est quand même très utile, très versatile, puis très puissant aussi, parce que ça permet, avec un discriminant linéaire, de quand même résoudre des problèmes non linéaires. Donc, on voit ici comme exemple une distribution qui est un peu comme un groupe de données encerclé par un autre. On ne pourrait pas tracer un discriminant linéaire sur une droite qui séparerait les deux classes. Donc, l'idée ici, c'est qu'avec le SVM, on va appeler ça la méthode du noyau ou le kernel trick en anglais, qui va en fait appliquer une transformation non linéaire à nos données pour les projeter dans un nouvel espace dans lequel on pourrait appliquer un discriminant linéaire. Donc, ce qu'on peut voir dans l'exemple ici, c'est qu'on va prendre nos données en 2 dimensions qui ne permettent pas une séparation linéaire, puis on va les projeter dans un espace à 3 dimensions où est-ce qu'on va un peu comme repousser vers le haut le centre du lobe tel qu'illustré. Puis à ce moment-là, on peut tracer notre discriminant linéaire qui est maintenant un hyperplan séparateur qu'on va appeler aussi, qu'on peut aussi appeler une surface de décision qui va permettre finalement de séparer nos données, donc soit les classes en vert des classes en rouge. Donc, un autre algorithme ici, le séparateur à K plus proche voisin ou K-nearest neighbor en anglais, KNN. Donc, celui-ci, contrairement aux deux autres, c'est un discriminant non linéaire. Donc, on peut voir dans les deux exemples des graphiques là, que les séparations entre les classes sont non linéaires, visiblement. Donc, la manière de fonctionner est très simple, c'est qu'on va attribuer finalement l'étiquette qui est représentée en majorité parmi les K plus proches voisins, tout simplement. Donc, dans nos exemples ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder les 15 plus proches voisins, puis on va attribuer finalement la classe majoritaire. Donc, on va avoir, par exemple, si notre jeu d'entraînement, c'est les points rouges, bleus et verts, les régions qui sont tracées en fond, là, en rouge, en bleu, en vert, c'est pour chaque point dans le graphique. Finalement, si on regarde les 15 plus proches voisins, laquelle est représentée en majorité. Donc, si on a une nouvelle donnée qui vient s'ajouter, une donnée qu'on ne connaît pas la classe, on la place quelque part dans cet espace de graphique-là, puis on regarde les 15 plus proches voisins. Donc, si dans les 15 plus proches voisins, j'ai 5 points bleus, 3 points verts, puis 7 points rouges, bien là, à ce moment-là, on va attribuer la classe rouge. Si, par exemple, je me retrouve avec un point vert juste à côté, mais que les 14 autour sont toutes bleues, bien là, à ce moment-là, ça va être la classe en bleu qui va être attribuée. Donc, un algorithme quand même très simple, qui peut être quand même lourd des fois parce qu'il faut tenir compte de chacun des points puis en faire la comparaison à chaque fois qu'on a une nouvelle donnée qui rentre. Donc, il faut calculer finalement c'est quoi les distances avec les points puis déterminer les 15 plus proches. Donc, ça peut être assez lourd en calcul, donc ce n'est pas toujours la solution optimale, mais ça reste un algorithme qui est quand même relativement simple à comprendre puis à visualiser, là, puis qu'on peut même le faire à la main sur une feuille de papier. Donc, c'est super comme exemple. Puis en même temps, ben, ça, c'est une solution simple aussi pour des problèmes qui seraient non linéaires, là, qu'on peut voir par exemple avec le SVM. C'est peut-être une implémentation un peu plus complexe. Donc ici, ça peut être fait de manière très simple avec comme principal paramètre à définir ici, ça va être le nombre de voisins. Donc, est-ce qu'on regarde les 3 plus proches voisins, les 5 plus proches voisins,
les 15 plus proches voisins, les 50 plus proches voisins. Donc, ça va définir un peu la flexibilité finalement de nos séparations ou un peu le degré de complexité de la séparation qu'on veut. Pour des données bruitées, on va peut-être vouloir prendre plus de voisins que moins. Pour des données très propres et très peu bruitées, très bien séparées, ben, à ce moment-là, un nombre de voisins plus bas va faire l'affaire. Et finalement, le réseau de neurones artificiels, je ne vais pas rentrer trop dans les détails puisqu'on ne fait pas un cours de deep learning non plus, mais c'est juste pour vous montrer que finalement, à la base d'un réseau de neurones, on va avoir des discriminants linéaires sous la forme un peu y égale à x plus b, là. Donc, on va avoir les poids et les biais. Les poids étant un facteur multiplicatif de l'entrée et les biais étant un facteur qu'on va additionner. Et tout ça étant arrangé en réseau, donc d'où le nom réseau de neurones. Donc, on va avoir plusieurs de ces discriminants-là en parallèle qui sont reliés les uns aux autres. Donc, comme on peut voir à droite, bien, la sortie d'un discriminant linéaire ou d'un neurone va être reliée à chacun des neurones de la couche suivante si on parle du réseau de neurones le plus simple. Mais après ça, il peut y avoir différentes architectures, différents types de connexions. Mais je vous invite à visualiser l'outil ici qui est linké dans la diapositive, donc le playground.tensorflow.org. C'est un outil interactif qui permet de visualiser justement, quand je vous parlais du deep learning un peu plus tôt, là, la décomposition de problèmes complexes en problèmes plus simples, on peut très bien visualiser ça avec cet outil-là. Vous pouvez ajouter des couches de neurones, vous pouvez jouer sur la largeur des couches aussi. Puis, il y a même un outil visuel qui montre les discriminants linéaires à chacune des étapes. Donc, on peut voir un peu comment ça fonctionne dans des réseaux relativement simples, puis transposer ça finalement à des réseaux plus grands, puis comprendre les concepts généraux. Donc, ici, c'est l'outil Playground de TensorFlow. Donc, je vous invite à aller visiter ça et à vous amuser un peu avec. Donc, on voit ici, on peut créer des réseaux de neurones assez simples, là. Donc, par exemple, ici, on a deux couches. Donc, on a nos entrées ici qui vont rentrer, donc feature X1, X2. Et la première couche, donc ici, on a 4 neurones et la deuxième couche. Et on peut tester ça pour différents types de problèmes. Donc, par exemple, ce problème ici qui est non linéaire. Donc, si je prends ce jeu de données ici, par exemple, et j'appuie sur Play pour démarrer l'entraînement, on a plein d'autres paramètres, mais je n'entrerai pas dans les détails. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mais on peut démarrer l'entraînement, puis vous allez voir de manière interactive comment est-ce que l'algorithme procède. Donc ici, on a à peu près convergé déjà. Donc après 106 époques, soit 106 itérations sur notre jeu de données. Donc on peut voir ici la composition des problèmes complexes. Donc l'idée, en deux couches, on peut le voir. Donc pour recomposer finalement cette séparation circulaire un peu finalement entre les deux classes, bon, on a fait une composition de ces quatre caractéristiques-là finalement. Donc, soit la séparation linéaire de ce côté-ci, celle-ci en bas, celle-ci qui est plus graduelle et celle-ci en haut. Donc, c'est surtout, puis même l'outil est très utile pour ça, très visuel, parce que lui il est comme montré en plus pâle pour montrer que ceux-ci ont pas mal plus d'impact. Donc, c'est la combinaison de ces trois-ci qui vont donner surtout cette région de séparation-là et un peu d'appui de celui-ci pour composer finalement ce résultat final-là. Donc, on peut le voir un peu ici, la séparation linéaire dans cette direction-là, c'est un peu ce qu'on voit dans ce neurone ici en bas. On voit que ça fait un peu comme une espèce de triangle arrondi, fait qu'on peut reconnaître que cet angle-là ici s'est retrouvé dans ce neurone-ci et cet angle-là finalement dans lui. Donc, pour recomposer un cercle, on a utilisé des délimitations linéaires dans trois angles différents. Donc, une fois qu'on a fait notre classification, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ce résultat-là? Par exemple, pour la reconnaissance de gestes, on sait qu'on a reconnu tel geste et d'un autre geste. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, pour le contrôle de prothèse, ben, ça serait d'associer finalement ce résultat-là et de le traduire en commande moteur pour activer soit des moteurs DC, par exemple, ou des actuateurs linéaires. Donc, on aurait tout le processus après ça de contrôle moteur à gérer. Et ensuite, une fois qu'on a ces commandes-là, ben, ça peut s'en aller à la prothèse ou tout autre outil d'assistance robotisée, par exemple, pour compléter finalement notre interface humain-machine.